Ouais. Isabelle, est-ce que vous voulez ouvrir votre micro pour poser directement la question, peut-être? Oui, si vous voulez. En fait, je me demandais par rapport aux annonces d'emploi et vous avez cité des listes de compétences à revoir ou autres et je me questionne justement qu'est-ce qui, pourrait, faire en sorte que certaines compétences, soient, moins reconnues par les femmes par rapport aux hommes? Ou qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Merci de préciser. Oui. Alors en fait, et après je me fie à ce que l'association Social Builder a pu nous livrer à ce niveau-là, ils ont pu observer que dans une offre d'emploi, plus il y aura de critères longs, on va dire, pour une offre d'emploi, donc je sais pas moi, des demandes de compétences diverses et variées et très très riches, une longue énumération de compétences demandées, moins les femmes auront tendance à postuler. Parce qu'en fait, personne ne couvre, quand on postule à une offre, personne ne couvre 100% des compétences requises ou du parcours requis. Sauf que les femmes seront encore moins enclines à postuler si elles ne couvrent pas à minima 60 à 70%. Voilà. Alors que les hommes auront plutôt tendance à postuler. Et je crois qu'il y a une étude qui a été faite par LinkedIn là-dessus aussi. Les hommes auront tendance à postuler même s'ils ne couvrent que 30% finalement des compétences demandées. Donc, en resserrant un petit peu les compétences à ce qui nous semble vraiment l'essentiel, nous, recruteurs, en fait, on peut aussi avoir du poids sur le fait d'élargir finalement de manière comme ça indirecte nos candidatures aux femmes. Et à l'inverse, si on continue, voilà, on a des listes qui sont trop longues et des énumérations à rallonge, on s'expose à avoir moins de femmes qui vont candidater du fait un peu de ce syndrome de l'impostrice où on ne se sentira pas complètement légitime sur le poste et donc on n'osera pas candidater. Je rajoute deux petites choses parce que du coup, effectivement, j'en parle beaucoup dans mon bouquin. C'est une chercheuse qui s'appelle Iris Bonet, qui travaille à l'université de Harvard et qui a publié un bouquin, je ne sais pas s'il est traduit en français, Whatever Works, qui travaille énormément sur ces questions-là. Par exemple, elle dit, quand il y a, s'il faut vraiment plein de qualités, plein de compétences très différentes dans le poste, au fond, nous, en tant que recruteurs, on sait toujours lesquelles sont vraiment genre indiscutables et lesquelles on peut, voilà. Donc là, il faut vraiment écrire où vraiment chez hiérarchisé. Nous, on l'a fait pour notre première petite annonce, blocage postée sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. C'est vraiment tous les trucs vraiment nécessaires. On a 3 ou 4, on les a mis en haut. Et après, on a dit, ça, ce sera un plus. Ça nous plairait bien. Ça, on aimerait bien. Mais du coup, on a vraiment eu une mixité dans les personnes qui postulent. Et c'est intéressant parce que pour le coup, on a une mixité où il y a beaucoup, beaucoup de mecs qui ont postulé aussi. Ils se sont reconnus très bien dans l'annonce aussi. Il n'y a pas eu de problème avec un peu de comédiens, etc. Tout est passé. Iris Bonnet, il y a un autre truc qu'elle disait que je trouve intéressant. Elle dit les femmes sont moins à l'aise sur la négociation salariale, etc. Donc, dans la petite annonce d'emploi, en fait, c'est hyper facile. Il faut mettre la fourchette de salaire ou mettre approximation de salaire, mais en tout cas, mettre la fourchette de salaire, quoi, mettre une indication, qu'elle sache sur quoi elle peut négocier ou pas, qu'elle ne se retrouve pas au bout du troisième entretien avec ah bah mince, je peux pas en fait prendre ce job, il n'est pas assez payé. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle explique qu'en fait, les trois quarts des employeurs n'ont pas envie de le faire. Parce qu'ils ont envie, ils ont tout intérêt à payer un peu moins leurs salariés que ce que leur salarié vaut réellement. Et c'est pour ça que quand on a un employeur vraiment engagé, je pense que ça fait partie des choses qu'on doit mentionner. Alors, je pense... Pardon, vas-y Sébastien, je crois que tu as levé la main. Non, non, bah, vas-y Audrey, ça Je vais m'intéresse. réagir sur la question de la fourchette des salaires parce qu'effectivement, moi, ça a été un débat en interne qui n'est pas complètement terminé. Nous, le fait de ne pas comment dire, indiquer de fourchette sur les offres, ça a été un débat avec notre RH. Et la raison, c'est pas tant de payer à la baisse, mais c'est plus en fait de avoir ensuite des débats au sein de l'entreprise parce qu'on aurait des salaires qui ne sont pas alignés, soit trop bas par rapport aux fourchettes d'un service donné. Et en fait, on s'est dit, si on travaille ça, il faut qu'on soit hyper aussi, si on propose ça dans nos offres de recrutement, il faut qu'on soit aussi hyper cohérent par rapport aux fourchettes de salaire, par rapport à un service donné et une expérience demandée. Et on s'est rendu compte, enfin en tout cas, voilà, qu'il y a il y a des inégalités, soit à la hausse, soit à la baisse, sur certains services. Et c'est aujourd'hui le débat qui fait qu'on n'a pas, on n'a pas publié ouvertement, mais tu as raison, c'est un point important aussi. Et je sais que là-dessus, on a encore typiquement des axes de progression sur ce sujet-là, quoi.
Merci Audrey. Du coup, je suis content de t'avoir entendu là-dessus parce que c'était important. Moi, bon, ben, c'était super d'abord. Merci beaucoup. Moi, je retiens plusieurs choses, mais surtout, j'ai des questions. Euh, Concernant les garanties dans les appels d'offres, effectivement, dans les appels d'offres, il y a maintenant davantage, enfin dans les appels d'offres publics, davantage de dimensions sur l'égalité homme-femme, davantage même de questions écologiques sur l'éco-conception notamment, c'est souvent mentionné. Bon, ma question par rapport à ça, c'est quel est le cadre légal, en fait, l'obligation légale euh, sur l'égalité homme-femme en fait, que vous devez respecter en tant qu'entreprise. Ça, c'est pour Audrey, peut-être. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais en tout cas, toi, tu fréquentes beaucoup les appels d'offres. Et qu'est-ce qu'on demande en fait dans les appels d'offres? C'est ça. Je me demande en fait quels sont les critères qui sont demandés dans les appels d'offres. Et ma deuxième question, c'est pour Léa, mais en fait, elle est très liée. C'est est-ce qu'il existe un observatoire des inégalités hommes-femmes dans les entreprises qui permet d'avoir un point de vue, entre guillemets, objectif par rapport aux campagnes de communication qui peuvent être mensongères, quoi. Mais du coup, les deux sont liés parce que c'est quels sont les critères d'égalité homme-femme qu'on retient dans les appels d'offres publics, quoi, quels sont les critères objectifs ou tout cas le plus objectif possible, qu'on va juger pour prendre une entreprise, un service dans une entreprise ou pas. Et puis pour le public, pour les consommateurs, pour nous tous, quoi, quels sont les critères d'un observatoire qui pourrait nous permettre de savoir si les entreprises sont vraiment dans une démarche d'égalité homme-femme ou pas? Voilà mes deux questions liées l'une à l'autre. Hmm. Alors, du coup, sur le premier... Pardon, vas-y, tu veux y aller là? Non, moi, je peux répondre sur le cadre général, j'ai les infos, mais par Vas-y, contre, vas-y, je t'en prie. Si tu sur veux, la sur le cadre général et puis. pas du tout. Ah, ok. On fait le cas général d'abord. Il existe donc aujourd'hui, depuis le gouvernement, depuis la ministre Muriel Pénicaud, il y a 4 ou 5 ans, un index égalité professionnelle que les entreprises doivent réaliser et qu'elles sont obligées de publier. Donc ça s'est fait au fur et à mesure, hein. Au début, c'était que les grandes, après les moyennes, maintenant les petites. Les entreprises sont obligées de les publier. Ça repose sur 5 critères qui sont un peu toujours les mêmes et qui permettent donc de pouvoir procéder à des comparaisons. La représentation des femmes au conseil d'administration, les augmentations au retour de congé maternité, l'écart salarial. Après, la méthode, elle peut être aussi débattue parce qu'il y a une des manières de comptabiliser avec un abattement qui permet de dire ah, en fait, j'ai 15% de différence, mais non, en fait, il faut enlever 5% d'abattement. Et donc, à la fin, j'ai plus que. OK. Donc, ça, les syndicats étaient vraiment pas contents sur la manière dont les chiffres ont été débattus, notamment la CGT. Donc, il y a ça. Après, il y a quoi d'autre les pourcentages de promotion. Et puis, le 5e critère, évidemment, j'en loupe toujours un, c'est comme ça. Donc ça existe depuis longtemps parce qu'avant, ce qu'il y avait et ce qui est négocié tous les ans, c'est le rapport, en fait, pas tous les ans, tous les 2-3 ans, le rapport de situation comparée au rapport à égalité qui est discuté dans chaque entreprise privée et maintenant dans les entreprises publiques aussi. D'ailleurs, les entreprises publiques sont maintenant soumises à cet index égalité, mais ce n'était pas le cas jusqu'à cette année. Et le rapport de situation comparée, c'était en gros un débat, une négo qui était faite concrètement entre la direction et les RH et les représentants du personnel et les syndicats. Donc honnêtement, moi, c'est vraiment cet outil-là que j'ai utilisé le plus pour mon enquête, pour montrer à quel point il y avait des incohérences entre l'image extérieure et interne. Mais ce rapport-là, il n'est pas public. Donc à chaque fois, je devais le récupérer en passant par un responsable syndical, une personne dans l'entreprise, un ancien ou une ancienne qui est partie. Voilà. Alors que les index, qui ont effectivement au moins un critère que l'on trouve problématique, hein. Après, même sur les questions des instances de représentation, on pourrait aussi rajouter d'autres critères comme les COMEX, puisque maintenant dans la loi RIC 5 qui a été votée l'an dernier, il faut aussi qu'il y ait une représentation des femmes comme on avait jusqu'à présent dans les conseils d'administration, dans les comités exécutifs. Donc effectivement, on peut le faire évoluer cet indice, mais pour l'instant, c'est le seul outil qu'on a et je ne sais pas du tout pour les appels d'offres. Et l'index, il est obligatoire pour les entreprises de 50 salariés.
équivalent temps plein. Et donc, effectivement, moi, je suis tombée sur cet index l'année dernière quand j'ai demandé à mon RH de commencer à bâtir des chiffres, etc. Je n'ai pas une formation particulièrement de RH ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que je découvre aussi au fil des opportunités et des marchés et des appels d'offres. Et donc, cet appel d'offres n'avait pas du tout un caractère d'obligation. C'est-à-dire que juste, ces appels d'offres qu'on a pu rencontrer, c'était juste qu'ils faisaient porter un poids assez important de la note sur le volet RSE et plus spécifiquement sur les efforts qui sont menés dans l'entreprise, justement, pour féminiser les postes dans la tech. Et donc, ils nous demandaient notamment le ratio de femmes au CODIR, le ratio de femmes par service, etc. Et les écarts de salaire, en fait, homme-femme. Et donc, c'est à cette occasion-là que je suis tombée effectivement sur cet index qui est obligatoire pour les entreprises de 50 salariés. Mais il n'y a pas une obligation en tant que telle, si tu veux, dans les marchés publics pour répondre là-dessus. Simplement, les entreprises, enfin, les acheteurs qui veulent faire peser un peu plus de poids vont augmenter la valeur du critère RSE dans la notation. Et on se rend compte qu'avant, donc on était sur des pourcentages de 5%. Maintenant, sur certains marchés, ça peut monter jusqu'à 20% de la note, en fait. Donc, mais on n'est pas sur des critères qui sont encore vraiment objectivables et qui seraient identiques, en fait, entre les différents marchés. C'est ça aussi Donc, ça reste une forme, on sent, de sensibilisation accrue sur le sujet, mais pas très contraignant pour les entreprises en soi, en fait. D'accord. Mais En même temps, ça aurait été paradoxal que les entreprises publiques demandent dans les appels d'offres quelque chose qu'elles n'appliquent pas encore chez elles jusqu'à présent. Enfin, tu C'est vois, ça vrai, aurait en termes de timing. c'est vrai, particulier. ça, c'est sûr. Juste une petite parenthèse, juste pour finir, et après, je vois qu'il y a une question de Juliette Reynaud. Tu dis qu'avant c'était 5% et maintenant c'est 20% de la note, mais moi quand je Ça faisais peut. du commercial, c'était 0%. C'était même pas Ouais, pris en compte en fait, ça n'existait pas. ouais, c'est Donc vrai. voilà, et ça fait pas si longtemps. Enfin, ça fait quand même un petit moment, hein. Mais Mm. bon, pour dire qu'il y a une évolution quand même rapide sur ce sujet-là, quoi. Oui, oui. Oui, indéniablement, il y a une évolution sur ce sujet-là, mais effectivement, on n'est pas encore sur des choses contraignantes, vraiment, je pense, pour les entreprises. Et moi, je le vois à mon niveau, en fait. C'est pas... il y a des... Donc, si on n'a pas une volonté de faire des choses, et encore, on ne les prend pas forcément dans le bon sens, ou voilà, on prend aussi sur les sujets qu'on peut faire. Moi, ma stratégie a été de prendre les sujets que je pouvais faire avancer le plus vite et de les porter. Au moins cela, en me disant, bah, ça, la case, elle est cochée, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Je sais qu'il y a encore un chemin qui est assez long, mais tant, je pense qu'il n'y aura pas un peu plus oui, c'est ça, de sanctions, comme on le trouve, en fait, sur d'autres aspects, je pense que les entreprises n'avanceront pas en fait sur le sujet et il n'y aura pas une volonté vraiment de résorber les inégalités de salaire, voilà. Enfin, je pense malheureusement que le pouvoir de la sanction pourrait. Et effectivement, ce que dit l'étude, alors moi je te complète avec les chiffres et les études à chaque fois. C'est super, non mais c'est trop bien. Ouais. Je l'appuie par l'étude Équilibre sur le baromètre de l'égalité homme-femme qui est sorti cette semaine, qui porte uniquement sur les très grandes entreprises. Donc vraiment les entreprises qui ont un budget RH et RSE et qui en gros n'ont plus d'excuses pour ne pas respecter la loi et pour ne pas avoir des bonnes notes à leurs index. Et vraiment, ce qui fait que la France est en tête du classement des 27 pays européens, c'est parce que la France a une des politiques les plus contraignantes, Ouais. concentration, donc index maintenant qui permet le suivi de choses qui étaient déjà dans la loi mais qu'en fait on vérifie jamais, conseil de COMEX, etc. Donc tu as vraiment ce truc-là qui nous a permis de passer à la hauteur et qui dit c'est la contrainte. D'accord. Mais il existe une initiative que je trouve intéressante dans la tech qui ne fonctionne pas du tout à la contrainte, qui s'appelle le Parental Challenge, qui a été montée par 3 filles qui bossent dans com, pub, tech, voilà, et qui est vraiment essayer d'aller chercher les best practices alors c'est du coup pas que pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes, pour les jeunes parents notamment. C'est plein de petites mesures qui vont permettre d'améliorer le quotidien et le bien-être au travail, mais qui du coup voilà aident principalement les mères à l'heure actuelle. Et elles, ce qu'elles ont fait aussi dans leur démarche, c'est qu'elles ont mis une sorte de graduation où on a à la fois des mesures qui sont hyper faciles à mettre en œuvre, pas obligatoires, pas contraignantes, pas dans la loi, mais qui donnent, quand tu es une petite structure, comme tu disais, Audrey, cette possibilité de mettre en application très vite.
et bien sûr le rappel à la loi sur les trucs obligatoires. Donc, du coup, il y a Juliette qui avait des remarques. Juliette, est-ce que vous voulez prendre le micro? Peut-être, ça sera plus simple. Oui, alors bonsoir tout le monde. C'était super ces interventions. Alors sur le Parental Challenge, il a été co-créé par Judith Akien, qui est l'autrice de 3 mois sous silence et qui effectivement travaille dans la communication, qui avait aussi créé TOT, une école diplômante pour les réfugiés. Et en fait, moi, ce que j'avais retenu de ce Parental Challenge, c'était que en fait, les entreprises pouvaient, sur une base volontaire, donc c'est exactement la définition de la responsabilité sociale de l'entreprise, augmenter le congé paternité. Parce que du coup, malgré l'augmentation de la loi, il est quand même ridicule. Et du coup, ce Parental Challenge permet, entre autres, aux employés pères de prendre un congé paternité payé 100%. Voilà. Et après, sur l'index de l'égalité professionnelle, moi, je me demande si c'est pas en soi du purple washing. Alors, moi, je vais rebondir sur l'exemple que vous utilisez parce que du coup, il est intéressant, c'est un des dossiers que j'avais suivi. Alors, en soi, est-ce que c'est du purple washing? Pour moi, non. Est-ce qu'il est imparfait? Est-ce qu'il doit être amélioré? Oui. Évidemment, cet index, il a été pensé avec le ministère du Travail, des représentants des ressources humaines et des directions d'entreprise et les syndicats. Et à l'époque, donc moi j'ai suivi toute la création du truc. La CGT, qui était le syndicat français qui était le plus à la pointe sur les questions d'égalité hommes-femmes, avait effectivement un certain nombre de griefs, notamment cette histoire d'abattement dont je vous parlais, qui permet de donner l'impression que la statistique d'écart de salaire est moins grosse que ce qu'elle est réellement. Alors là, pour le coup, l'argument qui avait été utilisé, c'est oui, mais quand même, quand on fait des statistiques, si on n'a pas un échantillon représentatif de ceci, cela, nanana, on fait ça pour des raisons de sociologie et d'économie. Hein. Non, en vrai, on sait très bien que c'est un argument qui a été utilisé par les patrons, qui ne s'étaient pas rendus compte de ça. Jamais ils auraient pensé à cette question de l'abattement. Après, en soi, cet index, il est quand même intéressant parce qu'il a permis d'obtenir un vrai progrès. Dans pas mal d'entreprises, de très grandes entreprises surtout, on note un progrès. C'est ce qu'a regardé, par exemple, le baromètre Équilibre dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'a pas les mêmes critères que l'index, qui a d'autres critères. Qui s'intéresse qu'aux grandes entreprises, par exemple. Lui aussi, il a plein de limites, ce baromètre. Mais lui, il voit, avec d'autres critères, quand même, il arrive à la même conclusion, c'est-à-dire qu'il y a un progrès réel dans les entreprises. Sur l'exemple que vous citez, donc l'exemple, c'est ST Microelectronics. Je crois que c'est une société d'Isère qui fabrique des micro-puces, qui était sous le coup d'une procédure en discrimination salariale en raison du genre, et en plus une procédure sur laquelle elle est passée, si je ne me trompe pas, par un système qui avait été mis en place sous Hollande, qui était pour faire une sorte de class action. Donc pas défendre ça juste pour une femme, sur comment elle a été freinée dans sa carrière, ses retours de congé maternité, les opportunités à côté desquelles elle est passée, les négociations salariales qu'elle n'a pas pu obtenir, mais vraiment le porter sur un groupe de femmes salariées sur lequel on peut regarder sur une évolution, sur toute une carrière, ce qui s'est passé. Et c'est basé notamment... le dossier avait été défendu, si je ne me trompe pas, par un truc qu'on appelle la méthode Claire, qui avait été inventée par un mec de la CGT, qui en fait regarde par nuage de points et qui arrive à voir l'évolution des hommes, des femmes, du groupe témoin au fur et à mesure de la carrière sur un nuage de points. Et donc, en fait, tu peux arriver devant l'entreprise et dire, vous me dites que vous avez des opportunités, mais enfin, c'est quand même bizarre, toutes les femmes, là, les petits points en rose, ils sont en bas, et tous les hommes, ils sont en haut. Donc, c'était une méthode qui était très efficace. Pour moi, sur ST Microelectronics, c'est aussi la différence de le temps juridique et le temps réel. C'est-à-dire, on peut avoir une bonne note sur ces quelques points, mais avoir discriminé quelqu'un dans les années qui ont précédé. On peut avoir discriminé une personne ou 15 personnes en ayant eu un dispositif d'égalité qui soit quand même plutôt très en avance sur les autres. On n'échappera jamais à l'exception. Bon, là, il se trouve que de toute façon,
c'est le temps du droit. C'est-à-dire STM Electronics, s'ils se reprennent une procédure dans quelques années où il y a de nouveau un groupe conséquent de femmes qui refont la même démarche, bon, bah là, on pourra dire qu'effectivement, cet index n'est pas efficace. Mais après, c'est des procédures. Puis souvent, les entreprises, elles vont en appel derrière. Parfois, ça va en cours de cassation. On est encore sur les procédures en discrimination en raison du genre. On est encore sur allez, une cinquantaine, soixantaine de procédures qui ont abouti à une condamnation des entreprises en France. Donc, c'est normal qu'on ait encore une friction. Merci Léa et merci pour ces questions. Sébastien, je crois qu'on arrive au bout de cette séance, même si je pense qu'on pourrait en discuter encore bien longtemps. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Moi, je retiens que eh bien, on avance sur beaucoup de points, à petits pas, parfois avec des indicateurs pas tout à fait précis, parfois avec de grandes limites, mais on a quand même des professionnels et des professionnels qui se sont emparés de la question. Donc ça, moi, désolée, je suis une éternelle optimiste, hein, je trouve que c'est chouette et qu'on va déjà s'en réjouir et que il faut que ça nous donne voilà, des armes pour continuer à travailler ces questions-là et qu'on ne renonce pas. C'est hyper, hyper important. Je vous remercie vraiment, vraiment vivement, Léa et Audrey, de vos interventions qui se sont super bien complétées en plus avec un ping-pong sur des, des angles un peu différents. Voilà. C'était très, très intéressant. Moi, Sébastien, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. oui, un micro-mot. Simplement pour vous remercier aussi. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on est en prise avec nous, avec les étudiants, donc voilà, qui sont en formation, qui vont arriver sur le marché du travail, qui vont arriver en entreprise, en stage, et puis après avec des emplois. Et je pense que c'est important de les sensibiliser à toutes ces questions-là, mais pas que, hein, aux questions d'éco-conception, aux questions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Et donc voilà, il y a tout un tas de questions qui n'existaient pas tellement quand nous, on a été formés et qui aujourd'hui émergent. Et je pense qu'il faut vraiment faire cette sensibilisation-là. Et c'est notre responsabilité en tant qu'enseignant avec Clara Brieux, et d'autant plus ma responsabilité en tant que responsable du master d'intégrer ces enseignements-là. Voilà, pour éveiller aussi les étudiants dès leur formation en fait, à ces enjeux qui sont très importants. Voilà, petite conclusion. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci.